La Coupe du Monde féminine 2023 de la FIFA est enfin là. 32 équipes y participent avec l'espoir de soulever le trophée dans un mois à Sydney en Australie. Il s'agit de la première Coupe du Monde féminine avec 32 équipes et c'est la première édition à présenter deux nations hôtes. Nous évoquons le tournoi avec un des journalistes et consultants au service de vos chaînes New World Sport qui diffuse du 20 juillet au 20 août 2023 cette Coupe du Monde féminine de la FIFA. Henri Akodo, bonsoir et bienvenue dans l'invité de New World Sport. Bonsoir Helmut, c'est tout un plaisir pour moi. Alors, tout commence bien pour les pays organisateurs. L'Australie a battu l'Irlande 1-0, tandis que la Nouvelle-Zélande a fait de même avec la Norvège qui tombe d'entrée. Les surprises n'ont pas attendu trop longtemps, Henri. Oui, c'est quand même une grosse sensation, il faut le souligner, d'entrer dans cette Coupe du Monde féminine, la 9e édition, que l'Australie et la Nouvelle-Zélande abritent. La Nouvelle-Zélande qui n'a jamais remporté de match en Coupe du Monde, après 16 rencontres, qui a créé la forte sensation, la grosse surprise de ce début de Coupe du Monde en battant la Norvège qui fait partie des habitués de la compétition. La Norvège qui a en son sein une joueuse comme Ada Herderberg. Cette Norvège n'a pas hésité face à cette formation néo-zélandaise qui a mis les bouchées doubles, qui a mis une certaine intensité dans la rencontre. Elles ont été véritablement efficaces sur leur situation offensive et le but est venu de Wilkinson qui rentre à jamais dans l'histoire du football néo-zélandais en étant la première buteuse de cette Coupe du Monde 2023 et qui offre ainsi une première victoire à sa nation en Coupe du Monde féminine face à une formation norvégienne qui est apparue tétanisée dans cette rencontre. Et Henri, tu étais dans les analyses sur nos chaînes Neo Sport pour le deuxième match. C'était comment le niveau de jeu et puis l'ouverture officielle dans son ensemble? Ah oui, d'abord l'ouverture officielle, il faut dire que il y a eu une cérémonie assez courte, Ok. mais riche en couleurs et en spectacle. Il y avait véritablement la fête dans ce somptueux stade Eden Park d'Auckland qui a abrité la première rencontre de cette Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Avec de la musique, c'était avec de la scénographie, Ouais. tout était bien orchestré et bien évidemment avec une certaine affluence dans ce somptueux stade Eden Park. Oui, il faut rappeler que le début de cette Coupe du Monde, tout juste avant la cérémonie d'ouverture, s'est passé un événement tragique, Oui. à savoir que l'attentat, une fusillade qui a fait deux victimes, deux morts, mais cela n'a pas estompé l'ambiance au sein de ce stade d'Auckland et certainement que certains spectateurs étaient hébétés, étaient véritablement choqués par cette situation, mais tout de suite après le début de la cérémonie d'ouverture, la déception, la frustration a laissé place à la fête, Oui. à la joie, à la convivialité, une victoire de la Nouvelle-Zélande qui est venue un peu donner du boom au cœur à cette population néo-zélandaise après cet événement tragique. Et donc, du côté de l'Australie, cette première rencontre face à cette formation nord-irlandaise était quand même très attendue parce que c'était quand même le premier match Oui. de l'autre pays organisateur de cette Coupe du Monde. Les Australiennes qui ont bien posé leur jeu, qui ont été fidèles à leur philosophie en mettant en place une très bonne stratégie, beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, de promptitude dans la récupération. Et le seul but de la rencontre est venu d'une joueuse qui est la figure emblématique de cette formation néo-zélandaise, Steph Cartley, qui a marqué le seul but de la partie sur penalty. L'Australie démarre très bien sa compétition. Alors naturellement, on va commencer avec... c'est vrai qu'on va parler des quatre nations africaines qui représentent le continent à cette fête du football féminin. On va commencer avec les championnes en titre de 2019 en France. L'équipe nationale féminine des États-Unis, championne du monde en titre, est à la tête d'affiche du groupe E de la Coupe du Monde féminine 2023. Elles seront surveillées dans leur marche vers une troisième Coupe du Monde consécutive sans précédent. Oui, c'est quand même
artillerie de cette Coupe du Monde. C'est l'équipe favorite, grandissime favorite de toutes les éditions de Coupe du Monde féminine. Les États-Unis, qui, je le rappelle, ont remporté la première édition qui a eu lieu en Chine en 1991. Les États-Unis qui détiennent à eux seuls 4 étoiles dans cette compétition. Elles ont fait également une finale, une défaite en finale. Donc c'est quand même un ogre à suivre dans cette compétition. Double champion d'affilée. Elles ont décroché les 2 dernières éditions. 5 finales en 9 éditions. 5 finales en 9 éditions. C'est quand même énorme, c'est quand même impressionnant comme parcours. Donc, ils sont encore là. Elles sont encore là, les joueuses états-uniennes, avec la figure de proue. Celle qui est la grande sœur de toutes ces filles-là, Megan Rapinoe, qui est à sa dernière Coupe du Monde sans doute. Elle va tout faire pour aller chercher une autre étoile pour cette formation états-unienne. On a également d'autres joueuses, notamment Alès Morgan. C'est une équipe qui se présente avec ses armes et qui fera tout pour pouvoir conserver son sacre. Alors ensuite, comme je disais tout à l'heure, 4 nations africaines sur 5 possibles participent au tournoi. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc et puis la Zambie. On va commencer avec le groupe B de cette Coupe du Monde féminine qui comprend l'autre groupe d'organisateurs. L'Australie joue aux côtés de l'Irlande, le Nigeria et le Canada. Le Canada champion aux Jeux Olympiques en 2020. Alors je voudrais te poser la question, Henri. Quelles sont les chances des Super Falcons dans ce groupe B de cette Coupe du Monde féminine de la FIFA, elles qui sont 40e au classement FIFA? A priori, Helmut, quand on regarde un peu la configuration de cette poule dans laquelle figurent les Super Falcons, on peut se dire, quand on veut être objectif, que ce sera très compliqué pour les Africaines dans cette poule, parce que vous avez quand même des équipes assez rompues à la tâche, bien rodées, notamment le Canada, auréolé d'une très bonne performance aux derniers Jeux Olympiques, l'Australie, pays organisateur également, et cette formation de l'Irlande du Nord. Il va falloir se montrer très précise, très juste pour les joueuses nigérianes pour espérer se sortir d'affaires. Oui, elles ne sont pas favorites dans cette poule, mais elles ont quand même des armes. C'est quand même le Nigeria, habitué des Coupes du Monde. Elles ont disputé toutes les compétitions de Coupe du Monde féminine. Oui. Les 9 éditions. Donc c'est quand même un parcours reluisant. C'est quand même un parcours de prestige pour cette formation nigériane qui a en son sein une joueuse déception, Assissat Oshoala, 4 fois meilleure joueuse africaine de l'année. Elle est la pierre angulaire de cette équipe, l'attaquante du FC Barcelone. Elle est très attendue dans cette compétition. D'ailleurs, même aujourd'hui, la FIFA a mis en exergue cette joueuse sur ses réseaux sociaux. C'est dire de l'attente qui est autour de cette formation nigériane, notamment d'Assissat Oshoala, qui doit pouvoir véritablement faire preuve de beaucoup plus de détermination, faire abstraction de la pression qui pèse sur ses épaules pour pouvoir porter très loin cette formation nigériane qui aura à cœur d'aller au deuxième tour. Assissat Oshoala, elle a remporté une deuxième en Ligue des Champions féminine en Europe avec l'FC Barcelone cette saison. Et lors de la CAN féminine, elle s'est blessée très tôt dans la compétition. 29 buts avec le Nigeria, ce serait encore dommage qu'elle ne soit pas au top de sa forme pour aider le Nigeria. Clairement, elle a une revanche à prendre parce qu'elle n'était pas de la compétition africaine au Maroc l'année dernière. Et donc aujourd'hui, elle a soif, elle a des statistiques assez impressionnante, notamment avec le FC Barcelone. C'est une prestation idyllique de haute attitude qu'elle nous a encore offerte lors de cette saison 2022-2023. Ligue des Champions. Et elle fera tout pour pouvoir se mettre à son réel niveau et apporter cette plus-value nécessaire au jeu des Super Falcons. Voilà un peu, je pense que cette équipe nigériane, elle a toutes ses chances dans cette poule, même si ce sera très compliqué. Alors, l'autre groupe qui nous intéresse également, c'est le groupe C, qui présentera l'Espagne, le Japon,
le Costa Rica et puis la Zambie. Les Copper Queens sont une équipe en plein essor qui cherche à tirer parti de leur participation aux Jeux Olympiques de 2020, on en parlait tout à l'heure, et de cette place qu'elles ont occupée à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 parce qu'elles ont également fait sensation. Oui, elles ont fait la finale de cette Coupe du Monde 2022. Elles ont terminé troisième plutôt. Elles ont terminé troisième de la Coupe d'Afrique des Nations féminine parce que c'était l'Afrique du Sud et le Maroc qui avait fait la finale. L'Afrique du Sud l'a remporté. C'était quand même un parcours assez héroïque pour cette formation zambienne qui n'était pas forcément attendue, même si elle restait dans la dynamique de sa dernière participation aux Jeux Olympiques. Cette équipe, elle s'est montrée à son aise, avec beaucoup de pragmatisme dans le jeu, beaucoup d'insouciance également, beaucoup de volonté, de dynamisme. Elle est portée par une pierre précieuse, Barbara Badra, une joueuse d'exception, avec des gestes techniques hors pair, des sambas, des dribbles chaloupés pour perforer les lignes. Exactement. Elle a cette vision hors pair pour pouvoir orchestrer le jeu. Je pense que cette formation zambienne, elle est à craindre parce qu'elle a, outre des qualités techniques et tactiques, elle a cette prestance sur le plan physique et athlétique. Cette joueuse se donne à fond, se lâche à fond du début jusqu'à la fin de la rencontre. Certes, l'Espagne fait figure de grande favorite dans cette poule, mais la Zambie a son mot à dire. Cette année, l'équipe zambienne a marqué 18 buts en 7 matchs, dont 10 lors de 2 matchs amicaux contre la Corée du Sud en avril. Cependant, elle a même battu également une favorite de cette Coupe du Monde pour les préparatifs, l'Allemagne. Oui, ce qui me conforte dans l'idée que cette formation zambienne des Copper Queens peut aller chercher quelque chose lors de cette Coupe du Monde. Toutefois, elles ont fait également un nul 3-3 avant cette victoire. Elles ont fait un nul 3-3 face à la Suède. Et dans ce match où elles ont gagné également l'Allemagne, elles menaient par 2 buts. Elles ont été rattrapées avant de finir par gagner dans les derniers instants du match. Et il y a beaucoup qui craignent pour la défense de cette équipe sur 2 matchs gagnés en marquant 6 buts et en encaissant 5. Ça ne met pas vraiment à l'aise les fans de savoir qu'à tout moment, vous pouvez être rattrapé. Oui, je pense que c'est un aspect à pouvoir améliorer. Elles devront travailler parce que j'ai suivi un peu ces 2 dernières rencontres amicales. J'ai trouvé une formation très généreuse, très portée vers l'avant, parfois au manque d'expérience en termes de repli défensif. Il va falloir travailler sur ces éléments-là pour pouvoir améliorer le secteur défensif parce que ça va compter pour beaucoup dans cette compétition pour cette formation zambienne. Et à part Barbara Banda, une dont on ne parle pas vraiment trop souvent, Rachel Kundananji, elle a marqué 25 buts en Liga Femenino pour le CFF Madrid la saison dernière. Et cela lui a permis de terminer 2e meilleure buteuse de cette ligue féminine espagnole. Elle a marqué également sur les 2 matchs contre la Suède et contre l'Allemagne lors de ces 2 matchs amicaux de la Zambie. On espère qu'elles seront toutes en forme pour pouvoir donner du spectacle à cette Coupe du Monde féminine. Oui, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette formation des Copper Queens. L'autre groupe également qui nous intéresse, c'est le groupe G de cette Coupe du Monde féminine, où il y a la Suède, l'Italie, l'Argentine et puis l'Afrique du Sud. 53e au classement FIFA, les Banyana, comme on les appelle en Afrique du Sud. Elles sont les championnes en titre puisqu'elles ont remporté la Coupe du Monde féminine en 2022 au Maroc. C'est la première nation africaine aujourd'hui à cette compétition. Et il y a beaucoup d'attentes au niveau des fans des Sud-Africaines. Ce qui me passionne, m'impressionne au niveau de cette formation sud-africaine, c'est cette faculté à pouvoir être fidèle, à pouvoir être cohérent dans son jeu.
même offensive. très offensif, même face à une certaine adversité. C'est une équipe qui ne réchigne pas, qui ne renonce pas à ses principes de jeu, à savoir que un 4-4-2 et avec des lignes qui sont resserrées à la perte du ballon. Et quand ils ont le ballon, une équipe très conquérante, avec des ouvertures, avec des initiatives sur les côtés. On alterne parfois avec du jeu à l'intérieur. Et ça va très vite, avec des joueuses, notamment Refi Lodjim, qui organise le jeu. Ouais. Une joueuse très technique, qui est capable de pouvoir s'extirper de l'auto face à un pressing harassant de l'adversaire. C'est une formation qui est très attendue, vous l'avez dit, et finaliste et vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations face à une belle équipe marocaine. Elle a du mérite, cette nation arc-en-ciel, et je pense qu'elle va pouvoir bien représenter l'Afrique tout au long de cette compétition. Alors, elle est dirigée par Désiré Ellis, leur sélectionneuse, qui a même fait déjà la sélection sud-africaine. Ça fait du bien de savoir qu'il y a de ces légendes africaines Ouais. qui suivent leur nation. Bon, contrairement au Nigeria, par exemple, ils ont Randy Waldrum, l'américain. Oui, mais en Afrique du Sud, ils ont misé sur Désiré Ellis et elle a remporté cette Coupe d'Afrique des Nations et elle espère avec les Banyana faire une belle prestation également dans cette Coupe du Monde féminine 2023. Oui, Désiré Ellis, une dame très respectée qui connaît le football sud-africain parce qu'elle a eu à jouer dans cette sélection. Elle a un vécu assez intéressant, elle a un parcours qui parle pour elle et surtout elle a un discours qui porte. Oui. Quand le paquebot semble sombrer, elle est là pour pouvoir véritablement rameuter sa troupe et permettre à ses joueuses de pouvoir remonter la pente. Donc, c'est une sélectionneuse qui a une appétence pour le beau football, pour le beau jeu, et ça colle parfaitement avec l'ADN du football sud-africain. Le groupe final de la Coupe du Monde féminine 2023 est formé par l'Allemagne, le Maroc, la Colombie et la Corée du Sud. Vous savez pertinemment que c'est le Maroc qui nous intéresse dans ce groupe. Les Lions de l'Atlas disputent leur première Coupe du Monde féminine et c'est peut-être l'équipe la plus méconnue même de ce tournoi. Oui, je pense que c'est en fait le fruit d'un travail de longue haleine, d'une politique sportive affirmée et assumée, mise en place par Sa Majesté le roi Mohamed VI depuis plusieurs années déjà, avec les centres de formation qui pilulent, le centre d'excellence qui est très connu actuellement au Maroc, c'est quand même le centre Mohamed VI de Casablanca. La plupart de ces joueuses qui ont été sélectionnées pour cette Coupe du Monde viennent de ce centre d'excellence-là, avec d'autres joueuses à l'international, notamment Gislan Chabak, qui est la figure titulaire, la figure de proue de cette formation marocaine. Oui, c'est un championnat de haut niveau. Oui, c'est la première participation de ces Lions de l'Atlas à une phase finale de Coupe du Monde. Mais ne vous y me prenez pas, c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition. Ces Lions ont les dents assez longues, très longues d'ailleurs, très pointues. Et elles veulent créer l'histoire, écrire leur propre histoire. Et ça rentre dans la logique du développement assez linéaire du football marocain, sur le plan masculin, qui vient de faire des performances de haute altitude à la dernière Coupe du Monde de football en terminant demi-finaliste. Les Lions ont été finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels Reynald Pedros, l'entraîneur français de cette sélection marocaine, devra s'appuyer pour permettre à cette formation marocaine de créer la sensation. Parce que dans cette poule, l'Allemagne, c'est une grosse pointure. Deux fois sacrée vainqueur de cette Coupe du Monde. La Colombie, qui est une équipe très redoutable physiquement et techniquement. La Corée du Sud également. Athlétiquement, les Sud-Coréennes sont vraiment... surtout dans le football féminin. Exactement. Sont vraiment très fortes. Et la tâche s'annonce âpre et ardue pour cette formation des Lions de l'Atlas. Mais je pense qu'à force de détermination, de conviction, d'abnégation, elles pourront tout simplement éroder ces montagnes qui vont se dresser devant elles. Et elle voudrait s'inspirer de l'équipe masculine du Maroc.
Vous savez, elles n'ont jamais dépassé les phases de groupe d'une CAN féminine. Et c'était la première fois où elles dépassaient cette étape lorsqu'elles ont abrité l'événement l'année dernière au Maroc. Et elles ont fini finalistes. Malheureusement, elles ont perdu la coupe. Mais elles voudraient, je pense que... Alors, ma question, c'est de savoir si vous pensez que ce parcours de l'équipe masculine pourrait inspirer cette équipe féminine. Oui, c'est un élément motivateur, c'est un élément enrôlant psychologique sur lequel Reynald Pedros doit pouvoir s'appuyer pour donner de la confiance à ces joueuses. Parce que si leurs frères ont eu à créer cette sensation à la dernière Coupe du Monde, pourquoi pas elles? Elles sont également en phase avec tout ce qui se fait en termes de développement sur le plan footballistique, sur le plan masculin. Et aujourd'hui, elles ont tout à y gagner. Elles n'ont rien à perdre. Et je pense que ce sont des éléments qui comptent pour beaucoup. Et sur le plan psychologique, vous savez très bien comment l'aspect psychologique est prépondérant dans la productivité, dans la production d'une équipe. Et donc, je pense que c'est un atout indéniable pour cette sélection marocaine qui est dans une progression linéaire avec une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, elle se retrouve en Coupe du Monde. Je pense qu'elle doit pouvoir lâcher les cheveux, aller sans pression, ne pas se laisser inhiber, tétaniser, hypnotiser par quelques pressions, quelles qu'elles soient, et aller à fond, se donner pour le peuple marocain et pour le peuple africain. 72e au classement FIFA, ce sera un plaisir pour l'Afrique de les voir canaliser cette magie que les Lions de l'Atlas ont fait vivre à l'Afrique lors de la Coupe du Monde FIFA au Qatar. Alors, Henri, ma prochaine question, c'est de savoir comment est-ce que tu juges le niveau du jeu de cette Coupe du Monde féminine de la FIFA, même si on n'est qu'à 2 matchs. Qu'est-ce que cela présage? Je pense qu'on assistera à une Coupe du Monde assez fermée en termes de réalisation, en termes de but, parce que les équipes, j'ai comme l'impression, sur les 2 premières rencontres que je viens de voir, que le football féminin commence par ressembler de plus en plus au football masculin, qui est beaucoup plus basé aujourd'hui sur la science du jeu, la tactique. Les schémas de jeu sont analysés, sont scrutés, sont implémentés par les coachs et les joueuses et les joueurs essaient de pouvoir le respecter. Aujourd'hui, dans le football féminin, pour ces 2 premières rencontres qu'on a suivies, je constate que ces joueuses-là ont également intégré cette notion tactique, cette science tactique-là dans leur façon de jouer, parce que vous voyez les lignes qui ne sont pas distendues, qui ne sont pas poreuses, qui sont vraiment resserrées, la capacité à pouvoir monter ensemble et à pouvoir descendre ensemble. Il y a une sorte de scientificité au niveau de ce jeu féminin, de ce football féminin, et cela laisse présager des matchs assez fermés, pas des matchs débridés, pas des matchs ouverts, oui, à l'exception des rencontres entre des équipes qui n'ont pas le même niveau. Les Philippines, par exemple, c'est une équipe, je pense, avec tout le respect que je dois pour cette nation, qui va pas résister face à des grosses écuries, mais des rencontres où les niveaux semblent les mêmes. Je pense qu'on assistera à des matchs assez fermés, assez disputés, assez ardus, et ce sont les équipes qui auront la capacité à pouvoir se transcender, à pouvoir être réalistes. Ce sont celles-là qui vont aller très loin dans cette compétition. Il y a déjà des commentaires sur les 2 premiers matchs où on a eu qu'un but par match. Ouais. Et il y en a qui se découragent déjà parce que vous savez, les fans, ils aiment le spectacle et plus il y a de buts, plus beaucoup célèbrent. Et au moment où on attend à ce que le football féminin puisse attirer beaucoup plus de monde, parce que vous savez, les stades ne sont pas pleins à craquer pour les matchs de la dernière Coupe du Monde ou même les matchs de clubs qu'on voit souvent. À l'heure où on attend ce que les stades soient pleins à craquer comme le football masculin, est-ce que vous ne pensez pas que à ce rythme, ça pourrait désavantager cette politique? Entre l'esthétique, le beau, la beauté du jeu, et le pragmatisme, l'efficacité, les résultats,
il faut faire un choix. Aujourd'hui, le football oui, c'est un spectacle qui doit être beau, qui doit être plaisant, mais il faut pas occulter le fait que les sélectionneurs ont une obligation de résultat, et donc on va pas leur en vouloir s'ils mettent en place des stratégies, des stratagèmes pour pouvoir aller chercher des résultats au lieu du spectacle. Quoi qu'on peut en dire, qu'à cela ne tienne, je pense qu'il faut aussi relativiser parce que on ne vient que de commencer la compétition. À force de pouvoir répéter les efforts, je pense qu'il y aura certaines équipes qui vont craquer physiquement et il y aura des plus de buts, des myriades de buts comme le souhaitent les supporters, les téléspectateurs. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter pour cette Coupe du Monde. Alors Henri, sur les 4 équipes africaines, je rappelle l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc et la Zambie. Si vous devez mettre une pièce, ce serait sur laquelle? Sur l'une de ces 4 équipes. Je pense que la formation zambienne va créer une grosse sensation au cours de cette Coupe du Monde. Bon, c'est vrai que je suis pas souvent très bon en pronostic, mais quand vous voyez leur envie, leur détermination, leur pragmatisme aux Jeux Olympiques et puis à la dernière Coupe d'Afrique. Exactement. C'est vrai qu'elle n'avait pas les atouts nécessaires pour pouvoir remporter cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout. Mais quand on voit leur parcours, et puis on a l'impression qu'elles ont montré plus de détermination qu'aucune autre équipe. Peut-être encore le Maroc, on ne sait jamais. Oui, c'est une formation très généreuse, avec des joueuses qui se donnent les uns pour les autres, beaucoup de solidarité, beaucoup de combativité. Et ce sont des aspects qui comptent pour beaucoup pour aller très loin dans une compétition comme celle de la Coupe du Monde féminine. Barbara Banda, Assissat Oshoala. Qui encore d'autres. En tout cas, on espère que... Rafi Louidjine. Voilà, justement, d'Afrique du Sud. On espère que le spectacle sera beau. Henri, merci d'être passé dans l'invité. Ce fut un plaisir. Alors, je donne rendez-vous à tes fans sur nos chaînes New Sport pour la suite de cette compétition que New World diffuse du 20 juillet au 20 août 2023. La Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023, c'est sur vos chaînes New Sport. Bonne suite de notre programme sur vos chaînes New World.